Au moment où ma sœur a franchi seule le seuil de la porte d'entrée de ma mère, j'ai senti un frisson glacial traverser ma poitrine. Pas de la panique, pas encore. Juste une certitude tranquille et terrible. J'ai regardé l'espace vide à côté d'elle. L'encadrement de la porte où une petite main aurait dû se balancer. Cet endroit près de sa hanche où Élise se tenait toujours, parce que ma fille avait 5 ans et qu'elle faisait confiance à tout le monde dans cette maison. Où est Élise? Chloé a posé son sac à main sur le comptoir sans me regarder. Chloé. Ma voix est sortie, plate, sans émotion. Où est ma fille? Elle a penché la tête de cette façon qu'elle avait toujours quand elle voulait vous faire passer pour la personne déraisonnable. Le silence s'est installé dans la pièce. J'ai regardé ma mère, Viviane, qui se tenait près de l'îlot central de la cuisine, un torchon sur l'épaule. Elle a croisé mon regard et a dit calmement, comme si nous étions en train de décider. Si nous devions commander une pizza, ne t'inquiète pas, tu finiras bien par la retrouver là-bas. Et puis Chloé a ri. Pas un rire nerveux, pas un rire coupable. Un vrai rire, le genre de rire qui signifiait qu'elle se retenait. Depuis qu'elle avait passé la porte. C'est à ce moment-là que j'ai compris que rien dans cette maison n'avait jamais été accidentel. Chaque remarque cinglante, chaque comparaison, chaque fois qu'Élise avait été ignorée, rejetée ou poussée à croire qu'elle était de trop. Tout cela avait toujours été délibéré. Elles avaient abandonné ma fille de 5 ans seule dans un grand magasin, exprès, et cela les faisait rire. Ce qui s'est passé ensuite, les 2 heures qu'Élise a passées à pleurer au point information du magasin, l'appel que j'ai passé 3 semaines plus tard, et la façon dont leurs devis se sont effondrés en un seul après-midi, c'est ce que cette histoire va vous raconter. Je dois d'abord vous dire qui j'étais avant cette nuit-là, car c'est important. Je m'appelle Marion. J'ai 32 ans. Je travaille dans les assurances la journée et je fais de la comptabilité pour des petites entreprises locales le soir. J'habite dans un appartement de 3 pièces avec ma fille Élise, une plante grasse à moitié morte que je refuse de jeter, et une collection de tasses à café dépareillées qui racontent, d'une certaine manière, toute l'histoire de mes 20 ans. Je ne suis pas du genre dramatique. Je ne cherche pas le conflit. J'ai été élevée pour préserver la paix sociale, ce qui, dans ma famille, signifiait encaisser tout ce que Chloé et ma mère avaient besoin de déverser. Le père d'Élise, Clément, est parti 2 semaines avant son premier anniversaire. Il m'a envoyé un SMS depuis l'allée devant la maison. Il a écrit qu'il n'était pas fait pour ça. Il est parti avec une voiture pleine de ses affaires et de vagues excuses, et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles en dehors des documents juridiques officiels. La réaction de ma mère, tu aurais dû voir les signes, Marion. Celle de ma sœur, au moins, elle est mignonne. C'était le modèle de base. Cela avait toujours fonctionné comme ça. Chloé avait 3 ans de moins que moi et s'était construit la vie que ma mère avait toujours rêvé d'avoir. Un pavillon en banlieue résidentielle, un mari stable, une fille prénommée Léa qui portait des nœuds assortis dans les cheveux. Et savait rester tranquille pendant les conversations des adultes. Ma mère, Viviane, vénérait cette vie. Elle parlait du gala de danse de Léa et des travaux de rénovation de la cuisine de Chloé de la même manière que certains parlent de religion, avec une dévotion totale et sans la moindre place pour le doute. Élise et moi n'étions qu'une note de bas de page. Nous étions invités au dîner. Certes. Techniquement, nous figurions sur les photos de famille, mais la chaleur humaine était sous condition. Dès qu'Élise riait un peu trop fort, coupait la parole ou avait besoin de quelque chose qui détournait l'attention de Léa, on pouvait sentir la température ambiante chuter d'un coup. Je le remarquais. J'aurais dû couper les ponts plus tôt, mais je me répétais sans cesse qu'une grand-mère et une tante méritaient qu'on se batte pour elles.
Que Élise avait le droit de connaître sa famille. Que si je restais patiente, discrète, et que je continuais à venir, les angles finiraient par s'arrondir. Ils ne se sont pas arrondis, ils se sont aiguisés. C'est un mardi soir de mars que tout a volé en éclats. Le 7e anniversaire de Léa avait lieu 3 jours plus tard, et ma mère avait organisé un petit dîner de famille pour lancer ce qu'elle appelait la semaine d'anniversaire de Léa. Cette expression à elle seule aurait dû tout me dire. Une semaine d'anniversaire pour une enfant de 7 ans. J'ai quand même emmené Élise parce qu'elle avait demandé à venir, parce qu'elle adorait sa cousine malgré tout, et parce que je croyais sincèrement que l'anniversaire d'un enfant était un terrain neutre. Que même Viviane et Chloé sauraient mettre de côté leur méchanceté sournoise le temps d'un dîner. Élise portait son petit gilet bleu ciel préféré. Elle avait passé 20 minutes ce matin-là à le choisir, le tendant vers la fenêtre pour vérifier sa couleur à la lumière naturelle, comme elle le faisait toujours avec les choses qu'elle aimait particulièrement. Le dîner a commencé comme d'habitude, poliment, superficiellement, comme un vernis craquelé étalé sur de vieilles blessures. Viviane avait préparé un grand repas. Il y avait des bougies sur la table. Léa était assise en bout de table, déjà dans son rôle de reine de la fête, faisant le spectacle pour l'assemblée. Comme le font les enfants à qui l'on a appris que l'attention des autres est un trophée à collectionner. Élise était assise à côté de moi et mangeait tranquillement. J'ai remarqué qu'elle ne cessait de regarder Léa, sans aucune jalousie, juste avec cette admiration douce et candide que les enfants de 5 ans éprouvent pour les plus grands. Elle trouvait Léa fascinante. Cela avait toujours été le cas. Au milieu du repas, Chloé a annoncé qu'elle voulait emmener Léa au magasin pour choisir un cadeau, quelque chose qu'elle lui promettait depuis le début de la semaine. Puis, avant même que je ne réalise ce qui se passait, elle s'est tournée vers Élise avec un grand sourire. « Élise, tu veux venir avec nous? On va faire une sortie entre filles. » Le visage d'Élise s'est illuminé. Elle m'a regardé. « Je peux, maman. » Mon instinct me disait de refuser. Je ne saurais l'expliquer autrement. Il y avait en moi un élan automatique et viscéral qui voulait dire non. Mais j'ai regardé le sourire de Chloé, l'espoir dans les yeux d'Élise, ma mère qui hochait la tête d'un air approbateur à l'autre bout de la table, et j'ai fait taire cet instinct. D'accord, ai-je dit. Soyez deux. Retour dans 1 heure. Élise m'a serré le cou dans ses bras avant de partir. Elle sentait le shampoing à l'abricot que nous avions utilisé le matin même. Elles ont franchi la porte d'entrée. J'ai débarrassé les assiettes, j'ai aidé ma mère dans la cuisine, et j'ai discuté de sujets sans importance. 40 minutes ont passé. Puis 1 heure. Puis 1 heure et quart. J'ai envoyé un SMS à Chloé. Pas de réponse. J'ai appelé. Je suis tombée directement sur sa messagerie. J'ai réessayé 3 fois. De plus. Au bout d'1 heure et demie, je suis retournée dans le salon et j'ai trouvé Chloé debout, son sac posé sur le plan de travail, sans aucune trace d'Élise, agissant comme si elle rentrait d'une course tout à fait ordinaire. Vous savez déjà ce qu'elle a dit. Je n'ai pas besoin de le répéter. Ce que je devais vous raconter, c'est ce qui s'est passé en moi dans les 5 secondes qui ont suivi cette déclaration. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid et de plus précis. Comme une porte qui se refermait doucement dans une pièce au fond de ma poitrine. J'ai senti que je prenais mes distances avec cette version de moi-même qui cherchait encore à se faire aimer de ces gens, pour devenir quelqu'un d'autre entièrement. J'ai attrapé mon sac et mes clés. Je ne leur ai pas adressé un mot de plus. J'ai conduit jusqu'au grand magasin. Je l'ai trouvé au point information, près de l'entrée principale. Elle était
assise sur une chaise en plastique orange, de celle avec des pieds en métal, et elle serrait contre elle un chien en peluche qu'une employée du magasin lui avait donné. La manche de son gilet bleu ciel était tachée de quelque chose, un échantillon de chocolat du rayon confiserie, j'allais la prendre plus tard. Parce qu'une gentille employée l'avait promenée dans les rayons pour essayer de la calmer. Elle était restée là pendant 1h53. Quand elle m'a vue, elle n'a pas pleuré tout de suite. Elle a glissé de sa chaise et s'est avancée vers moi, puis son visage a exprimé une émotion complexe. Du soulagement, de l'épuisement et cette tristesse si particulière d'un enfant qui a passé beaucoup de temps à essayer de ne pas s'effondrer. Elle a blotti son visage contre ma veste et a enfin éclaté en sanglots. Je l'ai serré fort contre moi au milieu de ce magasin pendant un long moment. L'employée qui était restée avec elle, une jeune femme appelée, je crois, Aurélie, m'a confié qu'Élise lui avait demandé à 3 reprises si sa tante allait revenir. À chaque fois, sa réponse affirmative s'était faite moins assurée. Pendant le trajet du retour, Élise est restée silencieuse. À environ 1 kilomètre de notre appartement, elle a dit, Chloé m'a oublié exprès. N'est-ce pas? J'ai serré le volant. Pourquoi penses-tu ça? Parce qu'elle n'avait pas l'air désolée. Elle souriait quand elle est partie. Elle avait d'ailleurs 5 ans. Elle l'avait compris avant même que je ne m'autorise à le voir. Je ne sais pas, ma puce, lui ai-je répondu, parce que je n'étais pas encore prête à confirmer une telle vérité à ma fille de 5 ans. Mais peu importe pourquoi c'est arrivé. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité et que je sois là. Tu viens toujours me chercher, a-t-elle murmuré. Puis elle s'est endormie en serrant le chien en peluche du magasin. Je l'ai acheté le lendemain matin. J'y suis retournée en voiture pour le payer sans lui dire. Elle l'a appelé poussière. Elle l'a encore aujourd'hui. Ni Viviane ni Chloé n'ont appelé ce soir-là. Ni le lendemain matin. Ni pendant 3 jours. Quand ma mère a fini par me contacter, c'était par un SMS qui disait « Tu as surréagi. Élise allait bien. » Chloé n'a absolument rien envoyé. Je n'ai répondu ni à l'une ni à l'autre. À la place, j'ai pris des rendez-vous. J'ai trouvé un pédopsychologue spécialisé dans les traumatismes et le stress émotionnel chez l'enfant. J'ai consigné toute la soirée par écrit. Les heures exactes, les déclarations, tout ce dont je me souvenais. J'ai gardé la trace de chaque appel ignoré dans le journal de mon téléphone. J'ai demandé au magasin les fiches d'incident du point information, indiquant l'heure à laquelle Élise y avait été amenée et celle à laquelle je l'avais récupérée. Je ne savais pas encore exactement ce que j'étais en train de préparer, mais je savais que je construisais un dossier solide. Pendant 3 semaines, j'ai gardé le silence. Ma mère a insisté davantage. D'abord par de petites relances amicales, puis par des messages plus longs, puis par un appel de ma tante me demandant si je pouvais s'il te plaît parler à Viviane parce que cette tension pesait sur toute la famille. Chloé a envoyé une carte d'anniversaire à Élise. L'anniversaire d'Élise était en avril avec un billet de 20 € à l'intérieur, comme si de l'argent pouvait effacer la distance entre ce qu'elle avait fait et l'image qu'elle voulait donner d'elle. Aujourd'hui, j'ai déposé les 20 € sur le livret d'épargne d'Élise. Je n'ai pas envoyé de carte de remerciement. 3 semaines après l'incident, ma mère m'a envoyé une lettre. Je l'ai lue une fois. Elle me demandait de réparer ce que j'avais détruit. Il n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'Élise avait subi, juste l'espoir que j'allais arranger les choses parce que c'est ce que j'avais toujours fait auparavant. Je l'ai brûlé au-dessus de l'évier de la cuisine. Puis j'ai passé le coup de fil. Il y a une chose que les gens ne savent pas sur moi. J'ai passé 4 ans dans
Une compagnie d'assurance à apprendre précisément comment les institutions documentent les risques. Je sais à quoi ressemble une piste d'audit écrite. Je sais ce que cela signifie lorsque les preuves concordent. Et je décidai de passer ces 3 semaines de silence à m'assurer que mon dossier était en béton armé. Le premier appel que j'ai passé était destiné au service client national du grand magasin. J'ai expliqué ce qui s'était passé, en faisant référence au rapport d'incident de cette soirée-là, et j'ai demandé si l'enseigne disposait d'un protocole concernant les situations où un mineur était déposé à l'accueil. Dans de telles circonstances, ils m'ont informé qu'il existait un signalement officiel et que l'employé resté avec Élise avait rédigé un compte-rendu écrit détaillé de l'événement. Ce document allait s'avérer crucial par la suite. Le deuxième appel a été pour mon avocate. Je tiens à préciser que je ne suis pas une personne procédurière. De ma vie, je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal, en dehors de la procédure de garde d'Élise avec Clément, qui n'était d'ailleurs jamais allé devant un juge puisqu'il n'avait rien contesté. Mais j'avais une avocate, car tout parent solo qui gère une activité professionnelle secondaire se doit d'en avoir une, et je l'avais engagée 2 ans plus tôt pour un litige contractuel qui s'était réglé à l'amiable avant même de commencer. Elle s'appelait Maître Denise Robert. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté. Sans m'interrompre, et, quand j'ai eu fini, elle m'a dit 3 choses. Premièrement, ce que Chloé avait fait s'apparentait légalement à un délaissement de mineur mettant sa vie en danger. Deuxièmement, la déclaration explicite de Viviane, tu finiras bien par la retrouver là-bas, prouvait que l'acte n'était pas accidentel et qu'un autre adulte en était informé à l'avance. Troisièmement, j'étais en droit de demander une mesure d'éloignement interdisant tout contact entre Chloé et Élise, ainsi que d'engager des poursuites civiles pour le préjudice moral étayé par les rapports médicaux. Je lui ai dit que je voulais lancer les 3 procédures. La mise en demeure officielle est arrivée chez Chloé un jeudi. Je le sais parce qu'elle m'a appelé 40 minutes après la réception du courrier, la toute première fois qu'elle me téléphonait depuis l'incident. Sa voix était aiguë, crispée d'une manière que je ne lui avais encore jamais connue. Marion. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ce qui est écrit. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse depuis la seconde où j'ai retrouvé ma fille assise seule sur une chaise en plastique orange pendant 2 heures. Il y a eu un long silence. Maman va. Je sais que ça va avoir des conséquences sur toute ma famille. Je le sais, Marion. Je ne pensais pas que tu le ferais. Vraiment. J'ai gardé une voix tout à fait calme et posée. Ne dis pas que tu n'as pas réfléchi. Tu as réfléchi. Tu as planifié. Tu as ri. Élise m'a dit que tu souriais quand tu es sortie de ce magasin sans elle. Une enfant de temps 5. On l'a vu, Chloé. Ne viens pas me dire que tu n'as pas réfléchi. Elle s'est mise à pleurer à ce moment-là, et je veux être honnête avec vous, je n'ai absolument rien ressenti. Ni satisfaction, ni cruauté, ni culpabilité, juste une sorte de calme limpide et profondément ancré. Je dois te laisser, ai-je dit. Et j'ai raccroché. Ce que je ne savais pas à l'époque, et que j'ai découvert au cours des semaines suivantes, c'est que le mari de Chloé, un homme méthodique et discret nommé Thibaut, n'était absolument pas au courant de ce qu'elle avait fait. Elle lui avait simplement raconté que le dîner de famille s'était terminé par une dispute. Elle ne lui avait pas parlé du magasin. Lorsque l'acte juridique est arrivé chez eux et a décrit l'incident dans un langage légal très précis, Thibaut en a lu chaque mot. Il a appelé le cabinet de Denise pour vérifier le déroulement des faits. Puis il est rentré chez lui et a demandé à Chloé de s'expliquer elle-même. Elle en a été incapable. Thibaut avait une fille. Il
aimait Léa avec cette férocité protectrice si particulière d'un père qui avait organisé toute sa vie pour la garder en sécurité. L'idée que sa propre épouse ait délibérément abandonné un autre enfant, une petite fille de 5 ans, seule dans un lieu public pendant 2 heures, pour ensuite en rire, était quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas excuser ou tolérer. Il a déménagé 3 semaines plus tard. Je ne m'en suis pas réjoui. Je vous le raconte parce que c'est arrivé, et parce que l'histoire ne serait pas complète sans cela. Mon but n'était pas de détruire le mariage de Chloé. Mon but était de protéger ma fille. Les conséquences qui en ont découlé n'appartiennent qu'au choix que Chloé avait elle-même fait. La chute de Viviane a été plus silencieuse, mais d'une certaine manière plus totale. Ma mère avait passé 30 ans à construire son identité sociale autour de sa famille, de sa paroisse et de son cercle de voisinage, l'image de la matriarche chaleureuse et généreuse, fière de ses 2 filles bien installées dans la vie et de ses beaux petits-enfants. Lorsque son entourage a commencé à apprendre peu à peu, au fil de ces discussions discrètes qui se tiennent sur les parkings des églises ou dans les rayons des supermarchés, que sa fille cadette avait abandonné une enfant de 5 ans seule dans un magasin en s'en amusant, et que sa fille aînée avait réuni des preuves pour engager des poursuites judiciaires, cette image parfaite s'est fissurée. Personne lui a fait de remarques en face, mais les invitations ont cessé d'arriver. Le comité d'entraide paroissiale qu'elle présidait depuis 11 ans lui a demandé gentiment de prendre du recul en attendant que la situation s'apaise. Sa voisine, qui était sa plus proche amie depuis plus de 10 ans, a arrêté de passer prendre le café. Viviane avait toujours cru que la réputation familiale était une armure. Elle a découvert lentement et douloureusement qu'elle pouvait aussi se retourner contre elle. 4 mois après l'incident, j'ai envoyé ma propre lettre à ma mère. Sans colère, sans esprit de vengeance, juste très clair. Je lui ai écrit que j'avais passé des années à croire que supporter son favoritisme et la cruauté de Chloé était le prix à payer pour offrir une famille à Élise. Que j'avais encaissé rejet après rejet parce que je pensais que l'amour était une chose que l'on devait inlassablement mériter de la part de personnes censées nous le donner inconditionnellement. Je lui ai rappelé qu'Élise m'avait demandé, du haut de ses 5 ans, si elle était une vilaine fille parce qu'elle parlait trop. Je lui ai dit que c'était cette phrase-là qui me revenait à l'esprit chaque fois que je doutais d'avoir pris la bonne décision. Je lui ai dit que je ne la détestais pas. Je lui ai écrit que j'espérais qu'il lui restait assez de temps pour comprendre la différence entre la famille que l'on construit et la mise en scène que l'on entretient. Je n'ai pas demandé de réponse. Je n'ai pas laissé d'adresse de retour. 3 mois se sont écoulés depuis l'envoi de cette lettre. Élise va bien. Elle va chez son psychologue un mardi sur 2, et quand elle rentre, elle me raconte les jeux auxquels elle a joué et les dessins qu'elle a faits. Elle dessine toujours des maisons à colorier, mais ces derniers temps, elle a commencé à dessiner des personnages à l'extérieur, debout dans le jardin ou marchant dans la rue, des silhouettes avec les bras grands ouverts. Son thérapeute dit que c'est un très bon signe. Elle a toujours Poussière, le chien en peluche du magasin. Il est posé sur son oreiller chaque matin et elle le glisse dans son sac à dos les jours où elle sent qu'elle a besoin d'un peu plus de réconfort. Elle ne me parle jamais de Chloé ni de Viviane. Une fois, il y a environ 6 semaines, elle m'a demandé si mamie Viviane nous aimait. J'ai réfléchi pendant un long moment avant de lui répondre. Je pense qu'elle aimait l'idée de nous. Ai-je fini par dire. Mais la réalité de ce que nous sommes dépassait ce qu'elle était capable de gérer. Élise a réfléchi à mes paroles. C'est triste pour elle, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, oui, ma puce. C'est vrai. Je ne vais pas vous dire que tout est facile désormais.
Que nous traversons nos journées avec une légèreté absolue, sans que rien de difficile ne vienne nous assombrir. Élise traverse encore des moments délicats. Un regard qu'elle adopte. Parfois dans les lieux publics très fréquentés. Une soudaine immobilité qui s'empare d'elle lorsque je sors d'une pièce sans prévenir, autant de rappels de ce que cette soirée lui a coûté. Nous surmontons cela lentement, ensemble. Une séance de thérapie le mardi et une discussion au moment du coucher à la fois. Ce que je peux vous affirmer, en revanche, c'est ceci, la version de moi qui se tenait dans la cuisine de ma mère en train de brûler cette lettre n'était pas une personne taillée pour les grands éclats dramatiques. C'était simplement quelqu'un qui s'était tu pendant trop longtemps et qui avait fini par comprendre que garder le silence est aussi une forme de choix. Protéger Élise n'a pas été une décision douloureuse à prendre. C'était la seule décision possible. Il y a une cruauté tout à fait particulière à instrumentaliser un enfant pour punir sa mère. Regardez une fillette de 5 ans qui n'a rien fait d'autre que d'exister et décider qu'elle représente une menace pour la vedette de sa propre fille. Chloé et Viviane avaient compris un certain mécanisme du pouvoir, à savoir que la manière la plus efficace de m'atteindre était de s'en prendre à Élise. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que cela fonctionne dans les deux sens. À la seconde où elles ont touché à ma fille, elles m'ont offert quelque chose que je n'avais jamais possédé dans cette famille, de la clarté. J'ai su exactement qui elles étaient. J'ai su exactement ce que je devais faire. Et je l'ai fait sans l'ombre d'un doute, sans une hésitation, et sans jamais regarder en arrière. La lettre de ma mère me demandait de réparer ce que j'avais détruit. Je veux y répondre maintenant, clairement, pour toute personne qui aurait reçu une lettre similaire de la part de quelqu'un qui l'a blessé, je n'ai rien détruit du tout. J'ai simplement consigné par écrit ce qui était déjà brisé. Et j'ai arrêté de me tenir devant pour faire semblant que tout était intact. Si vous êtes assis quelque part en ce moment même, dans une voiture garée, dans une salle de pause, ou allongé dans votre lit la nuit, et que vous protégez quelqu'un qui vous demande sans cesse de pardonner à des personnes qui continuent de vous faire du mal. Je veux que vous entendiez ceci, le pardon est une décision qui n'appartient qu'à vous, selon vos propres conditions et à votre propre rythme. Si tant est qu'il puisse vous être utile un jour. Il n'est dû à personne qui n'a pas d'abord fait le nécessaire pour que vous puissiez l'accorder en toute sécurité. Élise m'a préparé un pancake dimanche dernier. Elle a posé 4 myrtilles sur le dessus pour dessiner un visage souriant parce que, selon ses mots, c'est à ça que ressemblent les pancakes heureux, maman. Voilà ce que nous avons construit à partir de tout ce qu'elles nous ont laissé. Un appartement de 3 pièces, une plante grasse qui bat de l'aile, un chien en peluche nommé Poussière, et des pancakes heureux le dimanche matin. C'est amplement suffisant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors, laissez-moi vous poser une question, si votre propre famille choisissait le confort de quelqu'un d'autre, au détriment de la sécurité de votre enfant, seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous passé cet appel ?